J'espère que c'est la V2. C'est bon. Pourquoi il me dit activer la modification? Bonjour à tous. D'abord, je voulais remercier les organisateurs de la journée de m'inviter à présenter ces travaux sur les espaces verts, et on se demande donc si les espaces verts ont un effet sur la santé des participants de Constance. Et donc, pourquoi on s'intéresse aux espaces verts? C'est une thématique de recherche relativement récente en environnement, qui a peut-être une quinzaine d'années. Et on s'intéresse à cette thématique parce que actuellement, plus de 50% de la population mondiale vit dans des zones urbaines et ces pourcentages ont tendance à augmenter. Et on sait que vivre en ville augmente certaines expositions environnementales, dont la pollution atmosphérique, le bruit, les îlots de chaleur, etc. Mais un autre effet pourrait être la diminution de l'accès aux espaces verts. Mais qu'est-ce que sont les espaces verts? Alors, c'est des zones où il y a de l'herbe, des arbres ou d'autres zones naturelles non aquatiques, comme les parcs ou les forêts, par exemple. Mais en fait, il y a beaucoup de définitions différentes d'espaces verts, mais aussi beaucoup de façons différentes d'estimer l'exposition aux espaces verts dans les études épidémiologiques. On a deux grands indicateurs d'exposition aux espaces verts. Une chose, c'est la verdure. En anglais, ce serait la greenness, qui traduit la quantité, densité de verdure. Donc, c'est vraiment, on parle du vert, là, de la couleur, et qui est souvent traduit avec des indices de végétation. Donc, on voit dans cette carte des zones plus ou moins vertes. Et l'autre façon, donc une autre façon de pouvoir estimer l'exposition aux espaces verts, c'est les couvertures des espaces verts, qui fait référence à des surfaces. Donc, on va identifier ces surfaces avec des cartes d'utilisation des sols. Et là, on va identifier les parcs, les forêts, les champs, etc. Et puis, pour estimer l'exposition pour les participants de nos cohortes, ce qu'on fait, c'est on calcule la distance à ces différents espaces. Et pourquoi on s'intéresse aux espaces verts et à la santé? Il y a plusieurs hypothèses. Donc, contrairement à une exposition chimique comme les PFAS ou la pollution atmosphérique, où il y a des hypothèses d'effets directs, les espaces verts ont plutôt des effets un peu plus indirectement. Et il y a quoi de fonction principale qui pourrait expliquer pourquoi les espaces verts ont des effets sur la santé? Une des premières, c'est la fonction d'atténuation de l'exposition à des facteurs de stress environnementaux tels que la pollution de l'air, parce que là où il y a un parc, il n'y a pas de voiture, donc il y aura moins de pollution atmosphérique. Mais aussi, les espaces verts, c'est un outil de lutte contre la chaleur, contre le bruit aussi, et éventuellement même contre des rayonnements UV. Il y a aussi la deuxième fonction, c'est les fonctions de développement de capacité, c'est-à-dire encourager les comportements individuels qui, on sait, sont favorables à la santé, comme l'activité physique, les interactions sociales. Par exemple, quand on va promener le chien, on rencontre d'autres promeneurs, on voit toujours les mêmes personnes, mais on fait un réseau. Ou les familles qui vont au parc avec leurs enfants, ils se retrouvent de jour en jour et ils forment aussi un réseau et il y a une cohésion sociale qui se fait, et on sait que les personnes qui ont un réseau social ont une meilleure santé que ceux qui n'en ont pas. Il y a la fonction de restauration et de bien-être, c'est le potentiel de ressourcement. On sait que l'espace vert, voire du vert, a des effets d'apaisement et de diminution du stress. Donc, il y a même des études qui ont montré, par exemple, des écrans verts versus des écrans rouges, et on mesurait le cortisol avant et après et tout ça. Et même avec du faux vert, il y a eu des études qui ont démontré une diminution des marqueurs de stress, par exemple. Et puis, il y a la fonction environnementale avec une préservation de la biodiversité des écosystèmes, avec aussi des hypothèses sur le microbiote, par exemple, avec les personnes vivant à proximité d'espaces verts où il y a suffisamment de biodiversité, auraient un microbiote en meilleure santé. Et donc, tous ces facteurs vont pouvoir influencer sur la santé et le bien-être en général. Donc, nous, dans Constance, on a fait plusieurs études sur plusieurs événements de santé pour étudier quels sont les effets des espaces verts.
notamment sur la santé mentale, la cognition et la santé respiratoire pour le moment. Alors évidemment, je ne fais pas tout ce travail toute seule, mais j'ai une super équipe avec qui on travaille, notamment des chercheurs de Constance, mais aussi des équipes avec des gens que j'encadre, et puis des spécialistes des différents domaines. Alors, dans Constance, comment a-t-on mesuré les expositions aux espaces verts? Alors, on a plusieurs outils, mais celui que je vais vous présenter, c'est celui qu'on utilise principalement, celui qui est utilisé aussi le plus dans la littérature et qui donne donc des résultats plus comparables à la littérature, où on va utiliser des images satellites que l'on va ensuite mettre en relation avec les adresses des participants. Donc, ces images satellites, elles vont nous donner un indice qui s'appelle en anglais le NDVI, qui est une variable continue qui va de -1 à +1. De -1 à 0, on a du bleu. Autour de 0, c'est du gris. Et puis, de 0 à +1, c'est du vert. Et donc, ici, dans cette image, on a la ville de Rennes. Un petit morceau de la ville de Rennes, où plus on augmente vers le vert, plus cet indice de NDVI sera proche du 1. Et ensuite, comme on le sait déjà, on a les adresses résidentielles et les historiques résidentielles des participants de la cohorte. Et donc, on va calculer cette moyenne de NDVI. Donc, on a des cartes avec une résolution de 30 mètres sur 30 mètres. Donc, en superposant les adresses des participants sur ces cartes de NDVI, on calcule la moyenne de ce NDVI dans des zones tampons autour de chaque adresse résidentielle, autour de 100, 300 ou 500 mètres. Les résultats que je vais vous montrer, c'est pour la zone tampon autour de 300 mètres, qui est celle qui correspond plus ou moins à 5 minutes à pied et qui est ce qui est recommandé par l'OMS. Alors aussi, on a fait toutes nos analyses stratifiées selon le niveau d'urbanité. Donc, Emeline a déjà un peu présenté ces niveaux d'urbanité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé en zones rurales, zones périurbaines, zones urbaines et Paris. Et ici en dessous, c'est les pourcentages des volontaires de Constance qui habitent dans chacune de ces zones définies par l'INSEE. Et pourquoi on a fait cette analyse stratifiée par le niveau d'urbanité depuis le début? Pour deux raisons principales. La première, c'est que le NDVI où l'espace vert ne reflète pas la même chose dans les zones rurales que dans les zones urbaines, parce qu'un NDVI élevé dans une zone urbaine, ce sera par exemple un parc, et un NDVI élevé dans une zone rurale sera probablement un champ. Et sur les fonctions que je vous ai montrées, on n'a pas les mêmes fonctions dans un milieu urbain que dans un milieu rural. Les gens, ils ne vont pas aller faire le jogging autour du champ ou aller promener le chien dans le champ. Donc, c'est pour ça qu'on a séparé en fonction de ces zones. Et aussi, on voit une distribution très différente du NDVI en fonction des différentes zones. Donc, en noir, on a les zones rurales, c'est là où on a le NDVI le plus proche de 1. Puis, on a les banlieues et les villes isolées, où dans la majorité des études que je vais vous montrer, on les a mis ensemble et on a appelé ça zone périurbaine. Puis on a les zones centrales qu'on a appelé ça zone urbaine. Et puis on voit que Paris est différent aux autres zones urbaines de participants de la cohorte, avec un NDVI beaucoup plus bas. Et juste parce que vous aimez bien les cartes, il y a un petit exemple. Alors ça, c'est pas des vraies adresses parce qu'on les a pas, mais c'est un faux échantillon de participants avec des adresses tirées au hasard sur Paris. Et on voit en rouge les participants où le NDVI calculé sur une zone autour de 300 mètres est très bas. Et puis plus c'est foncé, vert foncé, plus le NDVI est élevé. Mais on voit que même pour les NDVI les plus élevés, on reste avec des moyennes relativement basses par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres milieux, même urbains, en dehors de Paris. Donc je vais vous présenter les résultats de 3 projets différents où les populations ne sont pas exactement les mêmes, mais les caractéristiques, c'est exactement les mêmes qu'on a vues d'ailleurs avec un peu plus de femmes que d'hommes. Avec ça, cette répartition est plus ou moins pareille dans toutes les zones, selon tous les strates qu'on a utilisés d'urbanisme, avec une moyenne d'âge qui est un peu plus jeune chez les participants parisiens, avec un niveau d'études élevé où on voit quand même un gradient entre
50% dans les zones rurales et plus de 80% dans Paris, et avec un gradient en sens inverse pour les participants en couple, où la majorité des participants qui vivent dans des zones rurales sont en couple par rapport à peine la moitié en zone parisienne. Donc le premier événement de santé, ce qu'on a étudié, que je vais vous présenter, qui fait l'objet d'une thèse de Zeynab, qui est ici aussi, et qui fait de très belles diapositives que je vous montre aujourd'hui. On a utilisé 2 indicateurs de santé mentale. Donc, le premier, c'est le CESD dont on a parlé tout à l'heure avec le bruit. Donc, c'est un questionnaire plutôt pour mesurer l'état dépressif et qui a 4 dimensions différentes. Donc, l'affect positif, l'affect dépressif, les problèmes interpersonnels et les plaintes somatiques. Et ensuite, on a un autre questionnaire aussi qui a été posé aux participants, le GHQ-12, qui est pour mesurer la détresse psychologique, qui est un état de santé mentale plus large, qui inclut aussi la dépression, mais aussi l'anxiété, par exemple. Donc, pour ces analyses, on a utilisé pour le CESD, il a été posé au questionnaire d'inclusion en 2018, et le GHQ-12 à celui de 2019. Le questionnaire de suivi, pardon. Et donc, on a environ 170 000 qui ont répondu en 2018 et 117 000 en 2019. Et on a au total 114 000 participants qui ont répondu au questionnaire, et c'est l'échantillon qu'on a utilisé pour nos analyses. Donc, on a utilisé un seuil de coupure pour ce qui était à risque de dépression du score. Voilà, ici c'est 19, mais l'idée c'est qu'on a environ 17% des participants qui sont au-dessus de score, et on a environ 35% avec un score de GHQ-12 au-dessus de 1, qui est aussi le seuil qu'on a utilisé pour voilà, la population à risque d'avoir une moins bonne santé mentale. Et ce qu'on a trouvé, donc ici, on a les résultats selon les différentes zones. Donc, vous ne voyez pas la souris, mais en haut, c'est les zones rurales. Ensuite, les populations périurbaines, les populations urbaines, et en bas, c'est Paris. Et ici, on a pour le score total de CESD, et en bleu clair, c'est pour l'affect dépressif. En mauve, c'est pour l'affect positif, etc. Donc, quand on a un indicateur en dessous de 1, c'est-à-dire que c'est un effet protecteur des espaces verts, et quand on a au-dessus de 1, c'est plutôt un facteur de risque des espaces verts. Donc, ce qu'on observe, c'est en zone rurale, pas grand-chose, donc une population aussi avec des intervalles de confiance très élevés. En zone périurbaine, on voit que plutôt les espaces verts ont tendance à être protecteurs, notamment, et sont significatifs pour le score total, pour l'affect dépressif et pour les plaintes somatiques. Et en zone urbaine, on voit, c'est un peu plus mitigé avec des effets surtout sur l'affect dépressif. Et à Paris, on retrouve totalement le contraire, donc avec des effets plutôt des facteurs de risque des espaces verts sur tous nos indicateurs, et qui sont significatifs même pour deux d'entre eux. Quand on utilise le GHQ-12, ici à nouveau je vous présente selon les différentes zones, donc rural, périurbain, urbain et Paris, on retrouve un effet protecteur dans les zones périurbaines et urbaines, et pas d'effet mais à une tendance positive dans les zones rurales et dans Paris. Pour ce qui est de l'étude de la cognition, on a utilisé donc les résultats des tests cognitifs à l'inclusion. Et on avait plus de 73 000 participants avec des tests cognitifs, donc pour les participants de plus de 45 ans, et avec des données de NDVI. Donc les tests cognitifs, on a exploré 3 domaines, la mémoire, le langage et les fonctions exécutives. Donc ici, je vous montre les résultats aussi, à nouveau, selon les différentes zones géographiques. Donc en haut, c'est pour les zones rurales, puis après périurbaine, urbaine et Paris en bas. Et ce qu'on observe, c'est qu'en nouveau, en zone rurale, on n'a pas grand-chose. En zone périurbaine, on a des effets positifs et significatifs selon le quartile des NDVI. Donc ici, on monte par quartile des NDVI. Donc pour les fonctions exécutives et le langage. Dans les zones urbaines, on retrouve à nouveau des effets protecteurs
des espaces verts sur les fonctions exécutives et aussi sur le langage. Et à nouveau, à Paris, on retrouve l'effet inverse avec des effets délétères, entre guillemets, des espaces verts sur les fonctions exécutives. Et sur toutes les fonctions, d'ailleurs. Et rapidement, en ce qui concerne la santé respiratoire aussi, on a défini la rhinite et un score de l'asthme basé sur les questionnaires à l'inclusion. Et on avait 175 000 participants avec des données sur ces deux maladies respiratoires et le NDVI. Et avant d'aller dans les résultats, pour la santé respiratoire, et notamment pour ces deux maladies qui ont une composante allergique assez importante, des questions se posent sur les espaces verts avec toute la production d'allergènes. Et dans la littérature, les effets sont plutôt inconsistants. Mais nous, on retrouve en tout cas un effet protecteur à nouveau dans banlieue, ville isolée et ville centrale de NDVI sur la rhinite, et aussi sur les symptômes d'asthme, même si un peu moins marqués et que significatifs, voilà, et un peu moins significatifs, mais toujours avec des effets protecteurs dans ces trois catégories de strates, mais des effets délétères à nouveau dans Paris. Donc, on n'a pas fini d'étudier les espaces verts, on a des projets en cours, notamment sur le cancer, et ça c'est en collaboration avec des collègues de l'EHESP, qui travaillent sur l'urbanisme favorable à la santé et avec lesquels aussi l'idée c'est de développer un score de potentielle santé des espaces verts qui puisse être appliqué par les différentes municipalités, tout ça, qui peuvent appliquer ce score aux espaces verts qu'ils ont dans leur commune. Et ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et on n'est pas sûr de toujours parler le même langage, mais c'est très intéressant, ces projets pluri- et interdisciplinaires. Et puis, nous avons aussi un projet sur la santé cardiovasculaire. Donc, en conclusion, ce qu'on retrouve dans nos cohortes, dans cette cohorte, c'est que l'exposition NDVI semble associée à une meilleure santé, mais pas partout. Donc, on ne retrouve pas cette association dans les zones rurales, mais surtout dans les zones urbaines et périurbaines, sauf dans Paris. Ce qui nous mène à les perspectives. Donc, idéalement, pour le moment, on a utilisé le NDVI, donc il veut juste dire s'il y a du vert ou il n'y a pas du vert. Mais ce qui serait très intéressant, mais dont on n'a pas les données dans Constance, c'est savoir si ces espaces verts sont utilisés, s'il y a des espaces verts à proximité, s'ils sont utilisés et comment. Donc, pourquoi pas, dans quelques années, poser aussi un questionnaire aux volontaires sur leur utilisation des espaces verts. Ensuite, aussi, on voudrait tester si ces associations, elles sont médiées par l'activité physique, la pollution atmosphérique, etc., pour voir si on comprend encore mieux les mécanismes des espaces verts sur la santé. Et puis, finalement, aussi explorer ce qui se passe à Paris, en tout cas pour cet indicateur d'espace vert dans les participants de la cohorte. Alors, je voudrais remercier tout d'abord les volontaires, la cohorte, et puis vous tous pour votre attention. Merci de la présentation. Bon, en effet, on se pose la question, que se passe-t-il à Paris? Alors, bon, je ne sais pas, une hypothèse, à tout hasard, hein, c'est que les zones où il n'y a pas beaucoup d'arbres, c'est aussi des zones où le foncier est très cher. Et les gens qui habitent là, peut-être qu'en fait, ils n'y habitent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur résidence secondaire tous les week-ends ou je ne sais pas quoi, enfin... Oui. En fait, c'est des hypothèses qu'on a aussi, qu'on est en train de développer. On se dit un peu ce que vous dites, c'est qu'en fait, les personnes qui habitent dans Paris, ils vont peut-être, dès qu'ils peuvent, les personnes qui habitent vraiment intramuros et dans les zones qui sont plus aisées, vont aller, dès qu'ils peuvent, utiliser les espaces verts ailleurs et pas nécessairement autour de chez eux. Et en fait, on est en cours avec Antoine, un collègue aussi dans l'équipe, pour voir des associations entre, par exemple, le FDEP et les espaces verts et certains indices de déprivation et les espaces verts. Et on voit des trucs assez, qui peuvent paraître un peu contradictoires dans Paris. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir un peu plus loin. Mais il y a sûrement une interaction très importante
dans le fait que dans Paris, le NDVI est en fait assez bas, très bas, comparé à presque partout ailleurs en France, et qu'il y a sûrement un niveau socio-économique important. Pour rappel, tous les projets que je vous ai montrés, c'est à l'inclusion, donc avec des Parisiens qui sont des Parisiens du 75 aussi, donc qui est quand même une population assez sélectionnée. Ouais, je voudrais poser une question sur qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes étrangères. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls qui avaient fait ça. Donc il y a Paris, mais est-ce que ça a été fait à New York? Est-ce que ça a été fait dans les grandes villes asiatiques? Oui, alors en général, ils ne retrouvent pas la même chose que nous. Ils retrouvent quand même des effets bénéfiques, même dans les autres grandes villes, en dehors de... mais par exemple, si on voit Londres, c'est quand même une ville très verte, et en plus, Londres, c'est vraiment, c'est comme si on prenait le Grand Paris. Et donc, si nous, on faisait les analyses en prenant tous les participants du Grand Paris, peut-être ça changerait quelque chose. Dans New York, je ne sais pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des analyses là-bas. Mais dans les autres villes, on retrouve généralement des effets plutôt protecteurs ou nuls, mais pas facteurs de risque comme on retrouve nous. Oui. Il y a une question sur le chat. Mariam demande « Quid de la localisation des espaces verts par rapport à d'autres facteurs de risque, périphériques, autoroutes ?» Oui, ça, en fait, c'est une bonne question auquel on n'a pas la réponse. Mais c'est vrai que l'utilisation, si jamais on arrivait un jour à développer un questionnaire, ce serait utile parce qu'il y a l'accessibilité déjà, il y a déjà des méthodes en ligne qui utilisent l'accessibilité des espaces verts par rapport à s'il faut traverser, par exemple, s'il faut traverser le périphérique pour aller à l'espace vert qui est juste de l'autre côté du périphérique. Alors, notre NDVI ne sera pas très bas, il sera plutôt moyen ou élevé, mais on n'ira jamais à cet espace vert parce qu'on ne va pas aller traverser le périphérique. Donc, il y a déjà des moyens de calculer ça en utilisant la cartographie, mais encore plus en utilisant... l'utilisation des espaces verts, ça ce sera quelque chose qui pourra répondre mieux à ce genre de questions. Merci. Ouais, c'est encore par rapport à Paris. Je suis pas parisienne, donc je connais malheureusement mal, mais je sais par exemple que beaucoup de Parisiens se déménagent à Lyon pour avoir une vie un peu plus calme. Et donc c'est par rapport à ça. Donc j'ai un peu mal j'ai eu un peu mal lire, mais je crois que vous avez ajusté votre analyse pour l'éducation, le sexe, âge, marital status et quelque chose encore. Et vu que vos outcomes, comment ça s'appelle outcomes en français, je sais pas, les événements étaient plutôt côté psychologique, émotionnel, psychologique, affectif, peut-être il fallait quand même encore aussi regarder par rapport au stress du boulot, du stress du travail qui peut être plus élevé dans Paris-Centre qu'ailleurs en France. Et qui voudrait peut-être corréler après avec les green spaces ou des choses comme ça. Oui, merci. Oui, excusez-moi. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais par rapport aux résultats qu'on trouve très spécifiques sur Paris, notamment sur le lien positif entre l'exposition aux espaces verts et la rhinite, si ça ne pouvait pas être dû peut-être à la qualité des végétaux à Paris. Parce que c'est un niveau de preuve vraiment zéro, mais j'ai entendu dire qu'à Paris, les arbres avaient été particulièrement allergènes, notamment, plus que dans d'autres villes. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je me demandais si ça vous paraissait une hypothèse à investiguer pour expliquer les résultats que vous avez. Je ne sais pas si c'est vrai non plus ou pas. C'est une possibilité peut-être à ne pas écarter, mais on retrouve la même chose pour tous les autres événements de santé qu'on étudie aussi, même ceux qui n'ont pas de composante allergique. Ok, d'accord. Ouais. Merci. Merci, non, c'est très intéressant et passionnant. J'ai deux petites questions. La première, ça concerne, est-ce que vous avez des informations sur les lieux de naissance, en particulier par rapport au statut allergique, puisque le fait d'être né à la campagne, d'être né sur, c'est des facteurs les plus protecteurs d'après ce que l'on sait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose,
périurbain, donc je me sens très heureux, très content, parce que j'habite à 50 mètres d'une forêt, je suis en périurbain, et j'ai même un canal en face de chez moi. Mais quand je vois la vie des gens en périurbain, en particulier par rapport aux mobilités, par rapport au stress, au fait qu'il faut se lever très tôt, en région parisienne, hein, je parle Grand Paris, etc., c'est quand même un élément important pour regarder l'impact sur la santé mentale et aussi sur le fait de faire de l'exercice ou pas, la lutte contre l'obésité, etc. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à affiner dans tout ça. Et en tout cas, merci de ce travail et de cette présentation. Oui, alors juste pour répondre, pour la santé mentale, on a fait les études de médiation par l'activité physique et je crois que l'activité physique, Zeynep, tu me corrigeras, mais c'était expliqué 0,6% de l'association. Donc, en tout cas, ce n'était pas du tout médié par l'activité physique dans notre cas. Pour la pollution, on a essayé de faire aussi des analyses. On ne retrouvait pas des choses vraiment convaincantes, mais ça, il faut qu'on retravaille sur nos modèles parce qu'on n'est pas convaincu que c'était les modèles appropriés vu les données que l'on avait. Et je ne me souviens plus de votre premier point. Ah, la ville de naissance, ça, je crois qu'on l'a, mais c'est pas quelque chose qu'on a pris en compte. Après, je suis pas certaine que ça devienne un facteur de confusion. En plus, ici, les résultats que je vous ai montrés, c'est la rhinite actuelle, donc dans les 12 derniers mois, et le score de symptômes d'asthme, c'est aussi dans les 12 derniers mois. Donc, ce sera peut-être quelque chose à prendre en compte quand on fera rhinite allergique et rhinite non allergique. Mais dans nos analyses, en général, on ne récupère pas ça comme facteur de confusion. Et juste là-haut, bingo, Oui. Je suis là, merci. Merci pour cette présentation. Moi, je voulais savoir si vous aviez fait aussi un parallèle avec le côté habitation par rapport au nombre de personnes qui peuvent vivre dans un logement. On sait que Paris, c'est un peu plus serré qu'ailleurs, même si Lyon est une belle ville. Est-ce que c'est une question que vous pourriez vous poser ou c'est une question que vous vous êtes posée sur les effets psychologiques ? Non, ça, on ne s'est pas posé comme question sur le nombre de personnes partageant le même logement, même si dans Constance, on a l'information. Oui. Je crois que Marcel avait une question. Non. OK. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte.